En voyant donc cette situation, le colonel Amérouche m'ordonne de rédiger un ordre de mobilisation à envoyer un docteur Darclos, docteur X. Je envoie l'ordre de mobilisation, il refuse de rejoindre. En apprenant que le médecin a refusé de rejoindre, le colonel Amérouche m'ordonne de rédiger l'ordre de son exécution. Condamné à mort. Il refuse de rejoindre. Et qui a sauvé ce docteur-là, docteur X, c'est l'Aliam encore. L'Aliam était là par hasard. Dit d'une voix fluide, d'une voix. C'est Amérouche, si tu le fais exécuter, ce sera un médecin de plus à importer à l'indépendance. Après tout, c'est pas un traître. Il nous envoie des médicaments de temps en temps, du matériel médical. C'est Amérouche, il a plaidé sa cause. Et puis, le colonel Amérouche le regarde, l'air flamboyant, contrarié, en colère. Et puis, il se tourne vers moi. Déchire l'ordre d'exécution. Il déchirait l'ordre d'exécution. Sinon, il est passé Et ce médecin-là, bien sûr, quand il m'a dit de déchirer l'ordre d'exécution, j'ai poussé un soupir de soulagement qui a dû s'entendre à Ottawa. Pourquoi? Parce que c'était notre médecin de famille. Et il a continué à être notre médecin de famille à l'indépendance jusque très tard, 70, 80. Et il a été élu à la première Assemblée nationale en 62. Il nous a invités, quelques maquisards et moi, pour un méchoui que vous pouvez imaginer dans une villa splendide au bord de la mer, au figuier. Et pendant qu'on mangeait, je le regardais. Il dit, c'est toi une fière chandelle à Amérouche. Amérouche avait été sensible à quelque chose, c'est quelque chose de très important, aux arguments développés par l'Alliance, parce qu'il savait qu'Amérouche allait être sensible à ces arguments. Amérouche fut le seul chef de wilaya à préparer la pré-indépendance en établissant un centre d'accueil des étudiants à Tunis dès 1957 et à y envoyer chaque Algérien, chaque jeune avec un potentiel quelconque pour se former et préparer et revenir après l'indépendance, servir son pays. Et c'est comme ça que ce centre a formé des centaines de cadres civils et militaires. Le seul chef de wilaya à le faire. Et c'est pour ça que finalement, il a été sensible aux arguments de Moustapha Lalliam. Donc, après cette inspection, nous arrivons dans un village à Zro. Comme d'habitude, à l'aube, et tout de suite la fusillade éclate au niveau des sentinelles. Nous bouclons nos ceinturons, on sort, on était déjà encerclés, les troupes françaises se déployaient. On fait demi-tour pour voir s'il n'y a pas une autre issue. C'est la mitraille, fusil mitrailleur, mitraillette, etc., etc. Les balles vraiment sifflées comme des abeilles autour de nos oreilles. Les brindilles qui étaient brisées, c'était la débandade la plus totale et les ordres du colonel Amérouche, éparpillez-vous, étaient absolument inutiles. Sur une douzaine que nous étions, il y a 3 qui sont restés sur le carreau. Bon. Et donc on se dirige de l'autre côté, là, qu'on croyait peut-être sûr, qui n'était pas encore encerclé. Il y avait une piste qu'il fallait traverser avant de rentrer dans la forêt, piste anti-incendie. Et sur cette piste, les blindés commençaient déjà
à se déployer. Et personnellement, je me souviens, j'ai commencé à murmurer ma prière. Et puis, vous n'allez peut-être pas le croire, une espèce de miracle, on l'a considéré à ce moment-là que c'était un miracle. Un épais brouillard s'est abattu sur la piste, et vraiment épais. Et nous avons pu nous faufiler et rentrer dans la forêt, où nous avons passé toute la journée avec on entendait bien sûr les avions, les blindés, etc. Ce qui c'était visible, nous avions été vendus, comme on dit. À la fin de la soirée, on descend vers le village, mais il n'y avait plus de village. Il était en flammes. Et grande flamme là qui illuminait un peu les arbres alentour, en montrait la silhouette d'une vieille femme traînant une chèvre. Le seul être vivant qu'on ait trouvé se trouvait là. Les autres ont fui, ont été arrêtés, je ne le saurai jamais. Et nous voyons, elle lève le regard sur nous et nous dit Dieu vous protège, mes enfants. Voilà une dame, je l'ai appelée la dame des hauteurs, à qui j'ai dédié mon livre. Je ne l'ai dédié qu'à elle, ni à mon père, ni à Amirouche, ni à personne. J'ai dédié mon livre à cette dame des hauteurs, en disant dans la dédicace que, aussi loin que je recule en arrière à travers les souvenirs tumultueux de la guerre, aucun être n'a provoqué en moi une aussi grande émotion. On avait tout perdu à cause de nous, parce que l'armée française n'avait pas à nous surprendre dans un village. Et l'autre fois, s'il doit y avoir un accrochage, c'est en dehors du village. Et là, c'était donc, elle avait tout perdu, sauf la chèvre qu'elle traînait, et malgré ça, elle est un bon Dieu pour nous. Le deuxième ratissage, que je raconte rapidement, dans lequel nous avons été engagés, fut certainement le plus violent. Vous allez voir comment. Probablement parce que il a fait suite à un exploit unique dans Wilaya 3 des officiers sous le commandement d'Amirouche. La prise d'un camp, Al-Horan, du côté de Msila, sans effusion de sang, grâce à un sergent-chef d'Espagne qui était de garde dans le camp, donc de l'armée française, qui a introduit une nuit une compagnie de l'ALN et qui fait prisonnier 17 soldats français avec à la tête le lieutenant Dubos. 35 mulets d'armes et de munitions. Et à la suite donc, de cet exploit, le 4 février 1958, l'armée française a lancé un ratissage du côté d'Orzinagen où nous étions en inspection. Tôt le matin, les avions arrivent, une colonne de l'armée française monte de Derzramkhan. La compagnie, le bataillon de choc commandé par Mohamed Rabah Shaib va à la rencontre des soldats français pour protéger le colonel Amirouche. Et c'est la fusillade. C'est la fusillade. Et les B-26 qui apparaissent, j'ai fait connaissance pour la première fois de ma vie avec le Napalm,
Et je vous assure que c'était effrayant, impressionnant. Tout flambait, les barils de napalm que les B-26 larguaient, la rocaille, les rochers brûlés, flambaient, bien sûr, les buissons, les canons de 105 avec un sifflement effrayant nous envoyaient des obus. Et j'ai reçu, je le dis dans mon livre, j'ai reçu ma première et seule blessure de la guerre, légère pour moi, un éclat de rocher provoqué par l'explosion d'un obus m'a touché à la tête. Je suis palpé et le colonel Melouche, me voyant certainement pâlir, a regardé paternel, plus jamais paternel, il dit je vous assure que c'est ces mots. Tu as peur, hein? J'ai menti, bien sûr. Non, ça n'a pas peur. Bien sûr que j'avais peur, j'étais jeune, et puis après, c'était pas tellement les obus qui m'impressionnaient, c'était le napalm. Quand tu vois ces barils de napalm se rapprocher de plus en plus, qui flambaient et tout flambait devant vous, c'était vraiment un enfer qui a duré toute la journée. Au crépuscule, on va vers Atziki, sur les pitons, et une liaison nous ramène la triste nouvelle. Le chef de bataillon de choc et 10 Dionoud avaient été tués dans le ratissage. Photo numéro 7. Cette photo a été prise immédiatement le lendemain ou le surlendemain de cette opération à Auzedag. Il dit que c'était en février, c'était l'hiver, vous voyez la neige derrière. Et le fameux sergent-chef Zernouh qui a permis cet exploit, le voici, il a remplacé le chef de bataillon et il est mort lui-même comme chef de bataillon, les armes à la main. Les autres, c'est des officiers, moi également, et vous me voyez, je suppose, à côté, vous m'avez peut-être reconnu ou pas, plus jeune. Et vous remarquez un détail, le visage de Saint-Meroche, particulièrement sombre, pour deux raisons. La première, bien sûr, c'est une nouvelle qui venait de nous arriver, de la mort de Cheikh Mohamed Rabah, chef de bataillon, et aussi parce que, vous voyez, il avait des oreillons. Il était malade. Saïd Saadé, dans son livre, c'est moi qui lui en ai parlé quand il m'a interviewé. Il a dit qu'il ne s'est alité qu'une fois dans sa vie lorsqu'il a eu les oreillons. Bon, il ne s'est jamais alité. Il a mal pris le notes, là, Saïd Saadé. Je pourrais citer d'autres embuscades, d'autres accrochages qui nous ont ciblés pratiquement tout le temps. Il y eut quand même une embuscade, celle de Djebel Tamar, côté de Ain el-Mallah, qui lui fut fatale. Le 28 mars 1958. Et une dans laquelle je suis tombé avec mon groupe le 26 avril 1958 à la frontière tunisienne.
j'ai posé la question tout à l'heure de dire pourquoi la Wilaya 3 a été la seule à être ciblée avec une telle férocité, y compris par la fameuse bleuite, le complot tramé par le capitaine Paul-Alain Léger. Eh bien, à cette question, c'est le capitaine Paul-Alain Léger, le géniteur de la bleuite, qui a répondu. Je cite, parce que la Wilaya 3 semblait à l'époque se présenter comme la wilaya prépondérante. Voilà ce que dit le capitaine Paul-Alain Léger qui a comploté pour infiltrer la wilaya 3 et également la wilaya 4. Tout commença pour nous, Salahi Hussein, Salahi Al-Aqsar on l'appelait, c'est le Hussein Al-Aqsar, nous quitte le 20 janvier 1958, muté dans la région de Bojmel. Et 2 jours après arrive la nouvelle qui nous a consternés, qu'il avait été pris vivant avec tout son état-major. En tout, près d'une douzaine de personnes. Ce sont ces arrestations sans précédent qui, comme des tirs de sommation, ont alerté le colonel Amerouche qu'on était infiltré. Parce qu'on peut capturer 1, 2 par surprise, 3 peut-être, mais une douzaine, pas possible. On va voir ce qui s'était véritablement passé. Photo numéro 8. Je cite encore le capitaine Paul-Alain Léger pour que vous puissiez comprendre ce qu'était ce complot de la bleuite. Persuadé, écrit le capitaine, que rien de tangible ne pourra être obtenu sans le concours des musulmans, je pensais que l'action souterraine de rebelles retournés et réinjectés dans le circuit était la meilleure façon de parvenir à juguler le terrorisme. Et il est arrivé exactement à faire ça. Un capitaine Chaban, de son nom, du 3e régiment de parachutistes et spécialiste des services spéciaux, capture l'adjoint du Yassab Saadi, un certain Gendrich. Et le flair sensationnel, je cite encore Paul-Alain Léger, le flair sensationnel de ce capitaine Chaban, qui garde totalement secrète cette arrestation. Au lieu d'appeler la télé, les médias pour dire voilà, on a capturé l'adjoint du Yassab Saadi, il le donne au capitaine Paul-Alain Léger, spécialiste du retournement, il le retourne et dès l'arrestation de Yassab Saadi le 24 septembre 1957, qui prend le commandement de la zone autonome d'Alger? C'est Gendrich, l'adjoint de Yassab Saadi, c'est-à-dire le capitaine Paul-Alain Léger. Voyez cette lettre secrète. C'est moi qui l'ai rédigée. Signé du colonel Amerouche qui était commandant à l'époque, chef de wilaya. Il n'était pas encore nommé officiellement, il était chef de wilaya après le départ de Sénastre en Tunisie. Le contenu de la lettre importe peu, mais les dates sont cruciales. La lettre date du 22 septembre 1957. Et Yassab Saadi a été arrêté 2 jours après, 24. Elle prouve sans discussion, je vais vous dire pourquoi, qu'au plus tard, le 24 septembre 1957, c'était le capitaine Paul-Alain Léger, le chef de la zone autonome d'Alger, dès que Yassab Saadi a été. Un auteur célèbre anglais, Alistair Horn, dans son village, A Savage War of Peace,
confirme exactement ce que je dis. Alors, non seulement il contrôle la zone autonome d'Alger, mais il reçoit tout ce qu'on lui a envoyé. Cette lettre en particulier, les armes qu'on lui a envoyées, l'argent pour... Et pour montrer que la zone autonome d'Alger est activée encore, il a organisé de faux attentats. Et nous, quand on lisait dans la presse, attentats terroristes, etc., on s'est dit, bon, ça va. Les armes qu'on envoie à Alger, ça valait la peine. Rien. Et c'est comme ça qu'il est allé à Borj-Mnaïr avec un kshabia, avec ses bleus. Les bleus, c'est les maquisards ou les militants retournés étaient habillés de bleu. C'était l'uniforme des harkis des villes. Pour ça, c'est de là qu'est venu la bleuite, le nom de la bleuite. À partir de ce moment-là, il n'avait plus besoin de trafiquer les ordres de mission, les laissez-passer, etc. C'est avec un authentique laissez-passer, signé de l'adjoint de Yassou Saadi, qu'il est venu à Borj-Mnaïr, habillé de Kshabia, avec ses bleus, et qu'il capture le lieutenant Hussein Barsa. C'est à partir de ce moment-là que Saint-Amérouche a su qu'on était infiltré. Bon, il s'est rendu compte également que les Français venaient de venger un autre exploit de la Wilaya 3, dans lequel à l'époque Saint-Amérouche n'était pas encore impliqué. C'est le fameux exploit de l'oiseau bleu dont vous avez peut-être entendu parler. Les services spéciaux ont voulu organiser des contre-maquis en Wilaya 3. Ceux qui avaient été contactés, c'était des vrais maquisards, des vrais FLN, des gargotiers d'Azazgar, Hamid Zaïd, a reçu l'ordre de marcher. C'est ainsi que 1200, entre 800, ça dépend des chiffres et des documents, peut-être 1 million en tout cas, de maquisards ont été armés avec même une solde, toucher une solde, et le congrès de la Soumane donne l'ordre à ces faux maquisards, qui étaient des vrais, de rejoindre l'ALN, après avoir tendu 2 embuscades meurtrières aux chasseurs alpins, dans lesquelles 70 soldats français ont été éliminés. Il s'est rendu compte donc qu'on avait été infiltré. Il y a eu, comme vous savez, des interrogatoires musclés, des tortures, des exécutions. Quand Amérouche s'est rendu compte qu'il avait été manipulé, en quelque sorte infiltré, il a réuni tout le monde et il a dit: Hey, مثلا لا نوي ذاك يقارن تجيش تحرير ياخذ مرباطه يسخاطي تجيش تحرير ياخذ لا الباطه تجيش تحرير دم الغلط. Il y en a qui disent que l'armée de libération nationale commet des injustices. Non, l'armée de libération nationale commet des erreurs. Il a reconnu, il a assumé ses erreurs. Et mon commentaire de mon livre, c'est que l'écart qui prévalait dans les connaissances en matière de guerre psychologique, c'était exactement l'écart qui prévalait entre le fusil de chasse et l'avion de chasse. C'est pour ça, et puis bien sûr dans la sophistication de l'armement, c'est pour ça qu'il n'y avait aucune commune mesure entre les pertes de l'ALN, Libération nationale, et les pertes de l'armée française. 1 pour 7 si on retient les chiffres français. Pertes humaines 100 ans. L'affaiblissement, comme je l'ai suggéré tout à l'heure, l'affaiblissement de l'armée de libération, de la lutte armée, combien il nous reste de minutes là? Consécutif au bouclage des frontières,
au démantèlement de la zone autonome d'Alger, sa prise de contrôle par le capitaine Paul Léger a provoqué un phénomène, donc un moral très bas, et le colonel Amélouche qui réagit avec cette fameuse réunion avant son départ en Tunis pour demander, pour exiger des comptes, cette fameuse réunion des chefs de wilaya à l'intérieur pour parler d'une seule voix. Et c'est en allant donc vers Tunis qu'il a été tué. Juste avant, donc juste après le complot, après une réunion particulièrement sombre de la wilaya, d'état-major de l'OLF, il m'appelle, il me prend à l'écart et me dit voilà, je t'ai désigné pour faire partie d'une mission qui part à Tunis. Prochaine photo. Il me signe ce laissez-passer, 2 signatures en bas, en français et en arabe, et une note manuscrite ici. Les responsables de la frontière sont priés de faciliter le passage à Hamou. Hamou est une liaison spéciale de la wilaya 3. Et commence notre périple texte. Notre périple de 42 jours du nord de l'Algérie, donc de l'Akradou, jusqu'à l'extrême sud tunisien, pour contourner les lignes électrifiées. Notre passage par les Aurès, en avril 58, vous me reconnaissez là, voilà ceux qui sont, le groupe qui est parti en mission, commandé par Abdelhamid Mahdi. Je suis là, et celui-là, rappelez-vous de ce monsieur, de ce vieux, il était vieux, il avait 35 ans. On va y revenir, donc on traverse la frontière. Ici donc dans les Aurès, première chose, un groupe de 30 civils, commandé par un sergent-chef moustache, on l'appelait, s'est joint à nous, donc on était 35 maintenant, en partance vers la frontière. Et je me rappelle quelque chose que je relate avec plaisir, qu'il y avait un jeune Chaoui, un jeune maquisard Chaoui, qui remarque une très très belle montre au bras de Rachid, mon compagnon est toujours ruban, je suis vraiment heureux de retrouver chaque fois que je vais en Algérie. Il remarque donc cette très belle montre au bras de Rachid, le jeune maquisard Chaoui, lui propose sa montre, qui devait être fabriquée dans les Aurès, ou à Khenchla ou quelque part. Voilà. Il dit on échange. Rachid dit c'est un souvenir dont j'aurais pu vraiment m'en séparer. Alors le jeune Chaoui dit souvenir. Cette montre-là, ton souvenir-là, finira au bras d'un légionnaire français ou d'un parachutiste. Il dit tu vas arriver, tu vas traverser la frontière, tu vas traverser les champs de mines ou les embuscades, tu vas arriver vivant en Tunisie. Ça va pas, non? Qu'est-ce qu'il fait Rachid Bousquet? Il prend sa montre. Il la lui remet. Nous avons passé à peu près une semaine dans les Aurès, parce qu'on ne peut pas revenir là-dessus, je ne veux pas m'attarder là-dessus, en raison des dissidents dans les Aurès qui pouvaient être très très dangereux. Donc 8 jours dans les Aurès, on descend vers le sud-est et on entame l'étape du désert, Sahara, donc pour contourner les lignes, et une nuit, je me rappelle, on a vu une colonne de camions, tout phare allumé. On avait complètement oublié les ruses utilisées par l'armée française. Une ruse, c'était toute simple. Un convoi de camions passe, tout phare allumé, les guetteurs
nos guetteurs suivent le convoi ralentit, des soldats français sautent en marche, font une embuscade ou plantent des mines, et le convoi repasse plus tard, et de la même façon les soldats français. Voilà. Vous connaissez cette tactique-là, cette ruse,